démarrer la semaine, nous allons parler d'un tout autre sujet. Nous allons accueillir avec un grand plaisir Kemoko Touré. Merci d'être avec nous. Alors, vous étiez avec nous l'an dernier. On parlait ensemble de l'un de vos ouvrages intitulé Mémoire provisoire, et vous êtes de retour déjà à la faveur d'une conférence d'Eva à laquelle vous avez été invité par l'association ACTOJ, l'association des cadres et techniciens d'origine guinéenne. La conférence a eu lieu ce samedi 4 donc, et c'était du côté de la salle de la mairie du 20e, invité donc de cette association pour présenter vos œuvres et votre trilogie. Ce sont 3 tomes de vos mémoires, Kemoko Touré, c'est ça? Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre. 3 tomes de vos mémoires provisoires, hein, j'insiste dessus. Merci d'être revenu nous voir, nous faire un petit coucou sur l'antenne d'Africa Numéro 1, puisque je me souviens de cette émission très enrichissante, passionnante que vous nous aviez offerte lors de votre dernier passage. Vous allez bien depuis? Ça va, merci beaucoup Aïssa, ça va. Entre-temps, j'ai terminé les 2 autres ouvrages. Alors, racontez-nous un petit peu cette conférence débat qui s'est tenue samedi. Comment ça s'est passé? À mon sens, bien. J'ai eu le plaisir de rencontrer des compatriotes. Oui. Et dans le cadre d'une association d'ailleurs dont j'étais membre fondateur en 1986 à Paris. Et nous avons échangé sur une partie du contenu du premier livre. Oui. Qui a trait à mon expérience professionnelle en Guinée. Et puis nous avons parlé aussi globalement des problèmes guinéens, africains. Alors, nous avons eu de beaux échanges. Ce premier tome de mémoire provisoire où vous racontiez votre passage à la tête de la première compagnie minière de votre pays d'origine, la Guinée-Conakry, la BCG, la CBG, pardon, vous livrez dans ces mémoires provisoires vos points de vue sur la politique de développement des pays africains en général et de la Guinée en particulier. Un ouvrage riche d'expériences, de conseils et de valeurs humaines, patriotiques, surtout une manière de transmettre à la nouvelle génération pour ne pas être, dites-vous, des freins au développement économique de leur nation. Absolument. Vous expliquez? Oui, parce que, si vous voulez, je n'avais pas d'expérience africaine du tout. Oui. Je suis arrivé en Europe dans l'adolescence et j'ai donc effectué toute ma carrière en Europe, aux États-Unis. Et j'ai eu l'opportunité de retourner en Afrique, où je suis né, et en particulier en Guinée, et en plus l'opportunité surtout de diriger la plus grosse structure industrielle privée. Et j'ai observé le comportement des personnes. Et je me suis rendu compte que effectivement, nous avions beaucoup à faire encore pour que l'Afrique ne se reste pas en retard comme elle est aujourd'hui. Et donc j'ai relaté un peu à travers les expériences vécues sur place comment nous nous comportons, comment nous devrions faire, mais aussi comment nos États devraient prendre nos problèmes en charge pour que nous ne restions pas toujours à la remorque des autres. Alors, vous y parlez beaucoup de corruption. En gros, vous dites que le noir est assimilé à la corruption. Pourtant, vous dites on doit changer ces comportements immoraux qui ne sont pas bons. Ce ne sont pas des bons exemples pour la jeune génération. Vous y racontez le parcours que vous avez mené, qui vous a mené, à ce poste, et surtout votre désir de servir votre pays, car il y a une valeur essentielle chez vous. C'est le sens du patriotisme. D'où ça vous vient, ce sens comme ça du patriotisme qui vous accompagne dans tout ce que vous faites? Mais déjà, je pense que le respect de soi commence par le respect des autres et l'amour du travail. Et ce patriotisme-là n'est pas exclusif en fait, puisque j'ai travaillé très longtemps comme Français. Et dans mes rapports aux autres à cette époque, eh bien, j'étais mu par la réussite de mon entreprise, mais aussi par la défense des intérêts de la France. Et c'est ce que j'appelle le patriotisme économique. C'est-à-dire que mon ambition personnelle reste intacte, la volonté de développer mon entreprise reste intacte, mais je défends aussi les intérêts de mon pays. Et je suis d'origine africaine. L'Afrique a plus besoin de moi que la France. Et comme j'ai eu
à un moment donné l'opportunité de servir l'Afrique à travers cette entreprise, eh bien j'ai considéré que je pouvais peut-être apporter cette expérience qui m'a permis de réussir un petit peu en Europe et aux États-Unis. Et je me suis investi complètement. Et j'ai surtout voulu, en étant dans une entreprise qui était à 99% composée d'Africains, oui. J'ai surtout voulu démontrer que la réussite n'est pas l'apanage d'une catégorie de personnes. Et que l'on pouvait, en étant déterminé, en travaillant sur l'amélioration de ses compétences, mais surtout aussi en aimant son pays, sans corruption. Oui. Et c'est cette corruption qui mine tous nos efforts. Nous n'investissons pas les moyens que nous avons ou les moyens que l'on nous donne. Nous n'investissons pas suffisamment dans la valorisation des personnes. Et tant que cela ne sera pas fait, l'Afrique se développera pas. Nous sommes encore en majorité des analphabètes. Et vous ne pouvez pas créer les conditions d'un développement durable avec une population quasiment analphabète. Mais cet analphabétisme arrange parfois bien des desseins politiques. Alors dans votre deuxième ouvrage, c'est le tome 2, intitulé L'Afrique, parlons-en. Vous faites le passeur de mémoire et de flambeau. C'est vraisemblablement un ouvrage destiné à la jeunesse, comme pour dire que c'est au cœur de cette jeunesse que les mutations de l'Afrique seront possibles. Mais c'est aussi un ouvrage qui s'adresse à tout à chacun, acteurs politiques africains, entrepreneurs, hommes et femmes de culture. C'est séquencé en 5 parties et vous commencez avec des rappels historiques. La conférence de Berlin qui donne naissance au morcellement du continent et la colonisation. Les Africains qui ont tenu tête à l'occupation, les femmes qui ont résisté à l'occupation étrangère, les guerres au service de la France auxquelles de nombreux membres de votre famille ont participé. D'ailleurs, vous parlez des tirailleurs sénégalais. C'est une véritable mine d'or d'informations historiques. Alors déjà, comment vous avez réussi à recueillir et à regrouper toutes ces informations et pourquoi cette partie historique ? Bon, donc, comment j'ai fait? D'abord, j'ai fait beaucoup de recherches personnelles, en particulier pour certaines d'entre elles, aux archives nationales de Guinée à Conakry, pendant plusieurs mois. J'ai aussi beaucoup recherché sur sur Internet, oui. Un certain nombre d'informations que j'ai essayé de recouper. Bon, par exemple, toute la liste des anciens gouverneurs de Guinée, gouverneur de la OEF, gouverneur de l'AIF. Pourquoi le rappel historique? Parce que pour une meilleure maîtrise du présent, je pense qu'il faut connaître son passé. Oui. Et je pense qu'une des carences aujourd'hui du leadership africain, c'est la non-connaissance du d'où on vient. On parle globalement des mots comme l'esclavage, la colonisation, mais en réalité, on ne connaît pas vraiment et totalement le contenu. Et il est important de savoir exactement d'où on vient pour que l'on sache exactement pourquoi, ce que l'on doit faire maintenant et pourquoi, et la nécessité aussi de préparer l'avenir. Donc j'ai cette passion pour l'histoire, pour la connaissance de mon passé, du passé tout court, et j'ai voulu rappeler d'où venait l'Afrique, globalement les problèmes de l'esclavage, mais aussi et surtout d'où est l'Afrique d'aujourd'hui, à travers cette conférence qui s'est tenue pratiquement pendant 3 mois, oui. À Berlin, qui a abouti à la dislocation de l'Afrique. Et cela n'est pas neutre, puisque c'était un véritable partage du gâteau. Et si le leadership africain était totalement conscient de ce phénomène, je pense qu'il se posait moins de questions sur les petits égoïsmes d'État et de personnes qui empêchent que l'Afrique réussisse tout projet significatif de développement du pays et des populations. Et d'ailleurs, en annexe, à la fin du livre, on y retrouve toutes les copies de ces documents historiques que vous avez eus entre les mains. Et c'est une véritable mine d'or, tous ces documents.
Merci beaucoup. C'est bien pour faire la démonstration que ce sont pas des émotions que je traduis, ce sont bien des réalités. Vous savez, il y a des situations, je ne veux pas mettre là-dessus, mais il y a des situations absolument difficiles à imaginer. Ces soldats qui sont, on a eu plus de 30 000 soldats qui sont morts, oui. et pour la récupération de pécules, les survivants ont été parfois exterminés pour ne pas verser de pension. Ce sont des épreuves difficiles. Et j'ai voulu mettre en annexe des copies de documents pour que l'on comprenne que ce ne sont pas des inventions, ce sont des choses vécues, et que nous devons, nous, Africains, nous prendre en charge, et personne ne le fera pour nous. Et nous avons une tendance de ce côté hospitalier de l'Africain, fait qu'il a une forme de naïveté, oui. Qui lui fait croire que, eh bien, on l'aime, et qu'il a des amis à gauche, à droite. Et ce qu'il oublie, c'est que en matière de pays ou de développement, eh bien, chacun s'occupe d'abord de ses intérêts, et puis ensuite on croise les intérêts pour l'intérêt réciproque. Vous voyez déjà maintenant le développement des nationalismes, oui. En Europe, aux États-Unis, parce qu'à un moment donné, lorsque les relations internationales commencent à être ressenties comme étant déséquilibrées, eh bien c'est le populisme et le nationalisme qui triomphe. Mais l'Afrique, elle est toujours à la remorque, elle est toujours en train de demander qu'on vienne l'aider, qu'on vienne lui donner. Elle est toujours dans cette espèce de dépendance matérielle et morale qui doit véritablement cesser pour que les générations futures ne condamnent définitivement notre passage à nous, de notre génération à nous, qui, à mon avis, est une génération sacrifiée. Alors, vous parlez de ce comportement qu'ont les Africains. Alors, moi, il y a un document que vous avez retranscrit qui m'a beaucoup bouleversée. Il s'agit d'un extrait d'un message destiné aux missionnaires de la colonie du Congo belge, actuelle République démocratique du Congo. Un message attribué à monsieur Jules Rankin, qui a vécu de 1862 à 1937. Et c'est une lettre de mission qui explique énormément de ce qu'on vit aujourd'hui sur le continent. Oui, c'était un ministre, il fut un ministre des colonies belges pendant pratiquement 10 ans. Et pour les missionnaires qui partaient, donc il avait adressé une lettre qui leur faisait globalement comprendre que ils doivent traduire là-bas les parties de la Bible qui correspondent le mieux à la soumission. Donc quand on te gifle sur la joue gauche, ben tu tends la joue droite. Et puis le royaume des cieux appartient aux pauvres, etc. Donc ce sont un petit peu tous ces éléments que l'on retrouve dans les rituels de prière, oui. Mais qui sont plutôt en addition d'autres éléments qui sont des éléments de résistance. Mais les éléments de résistance ont été extirpés complètement des textes, et on n'a mis que la partie qui traduit le mieux la soumission des gens. Et c'est cette partie-là qu'il était absolument de coutume d'enseigner aux Africains. Rien que pour ça, on devrait recommander à tous les Africains d'acheter votre livre, et bien au-delà. Alors dans la partie les défis du développement à relever, puisque vous ne faites pas que des constats, vous essayez de donner des pistes pour le développement de l'Afrique. Dans cette partie, il y a une petite partie qui est consacrée à la culture, page 94, dont je vais lire un petit extrait. Vous dites: la culture est le soubassement de toute société qui s'inscrit dans la durée, dans l'indépendance, dans la permanence de ses choix et dans la résistance aux idées déstabilisatrices venant de l'extérieur. La culture constitue le creuset de l'histoire des peuples.
Je me réfère souvent à l'existence indispensable d'un patriotisme économique débarrassé de la corruption pour accentuer et consolider dans la durée le développement de l'Afrique. Je me réfère avec la même conviction au fait que tout modèle de développement durable doit reposer sur des valeurs culturelles dans lesquelles chaque citoyen se reconnaît et pour lesquelles chacun de ces citoyens est prêt à mener un combat patriotique sans concession. C'est ce combat que j'appellerais le patriotisme culturel. Il ne s'agit point d'un repli sur soi, mais de l'ingrédient autour duquel se construit le tissu social. Et plus bas, vous dites, la perte des valeurs africaines a transformé les Africains noirs en de pâles copies des autres peuples dont ils essaient en permanence d'imiter les modes de vie en pensée, en parole, en conduite, sans jamais y parvenir, ni y gagner quelque considération que ce soit. Et plus bas, vous dites, les Africains doivent absolument se débarrasser des idées selon lesquelles ce sont les autres qui sont responsables de la marginalisation de la culture africaine, car il est légitime que les autres peuples tentent de convertir le maximum d'êtres humains à leur perception du monde. Alors c'est fort de sens et c'est important pour vous également de s'atteler à ce levier également qu'est la culture. Absolument, c'est la base. Et notre malheur vient de là. Bon, j'en ai rappelé quelques éléments historiques, l'esclavage, la colonisation. Mais la colonisation, tous les pays l'ont subi. Et nous ne pouvons pas passer quand même toute notre vie à nous empêcher d'évoluer parce qu'on a été colonisé. Il n'y a aucun pays qui n'a pas été colonisé. Donc je pense qu'il faut que l'Afrique dépasse ces considérations aujourd'hui, mais aussi cultive un mode de vie, une façon de penser à l'africaine. Je me souviens du temps où j'étais en activité, où je partais souvent à l'époque en Asie. Oui. Et bien lorsqu'on allait en Corée, et bien on nous demandait de travailler, et parfois on suivait même des cours de compréhension de la culture coréenne. Et on allait au Japon, on nous demandait de comprendre la culture japonaise. Quand j'étais affecté aux États-Unis, eh bien, il m'a été demandé de bien m'imprégner de la façon dont on doit se conduire aux États-Unis, parce qu'il y a une culture particulière. Eh bien, quand on est en Afrique, on s'attend à ce que les Africains s'adaptent à la culture de celui qui arrive. Bon, ça démontre d'ailleurs une flexibilité extraordinaire pour les Africains. Mais si nous avons une flexibilité extraordinaire à nous adapter à n'importe quelle culture, eh bien, nous devrions avoir aussi la volonté de construire une culture à laquelle les gens peuvent s'attacher quand ils arrivent en Afrique. Et l'Africain est plutôt fier d'afficher qu'il a pu se détacher de sa culture pour en épouser une autre. Oui. Oui, et c'est une forme de fierté, de dire, vous savez, moi je suis plus de culture ceci, de culture cela, vous voyez. Mais on peut être de culture ceci, de culture cela, mais en ayant une culture fondamentale qui est la vôtre. Oui. Il y a des Japonais très internationaux, il y a des Américains très internationaux, et des Français très internationaux, mais qui sont Japonais, Français, Américains, qui restent Français, Japonais, Américains. Ben moi, j'ai longtemps travaillé en Allemagne, et puis il y a une culture allemande. Et ben, pourtant, j'ai travaillé avec des Allemands très internationaux, vous voyez. Oui. Ils n'ont jamais demandé à devenir, à épouser ou à devenir membre de la culture française. Vous voyez, j'ai des Allemands qui vivent, j'ai une amie allemande qui vit en France depuis plus de 20 ans, ou 25 ans, mais qui garde sa culture allemande, tout Celle en que vous étant... avez initié au golf, notamment. Oui, qui joue avec moi au golf, et qui a épousé la culture française pour vivre en France, vous voyez, Oui. mais qui n'a pas renoncé à ce qu'elle est, vous voyez. Et malheureusement, je pense que les Africains, imperceptiblement, perdent un peu de leurs racines, de la racine qui pourrait leur permettre de bâtir un développement durable et définitif, par cette tendance qu'ils ont à être malléables, mais sans colonne vertébrale. Alors vous parlez également, il y a une partie, je pense, qui va faire un peu grincer des dents de la structure familiale et de la polygamie. Page 140, vous expliquez que c'est l'un des grands fléaux de notre société. Eh bien, ce que je déplore, ce n'est pas tant qu'il y ait la polygamie, parce que ça c'est quelque chose qui me dépasse largement, mais c'est l'absence de débat sur les sujets. Oui. Nous avons une sorte d'absence, de refus de débat sur des sujets qui gênent
parce que parfois ceux qui ont la charge de conduire la destinée des pays s'inscrivent dans ces comportements. Alors on refuse les débats. Et quand on refuse les débats, on n'évolue pas. Le problème n'est pas tant la polygamie, le problème c'est un problème de responsabilité. Oui. Puisque la polygamie, par nature, elle a pour une conséquence la multiplication des enfants. C'est bien. L'Afrique aujourd'hui, c'est le continent le plus jeune. C'est le continent dont la démographie augmente plus rapidement. Et en 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé de la planète. Aujourd'hui, nous sommes 1,3 milliard d'habitants. L'Asie fait 4,4 milliards d'habitants. Eh bien, dans 35 ans, dans moins de 35 ans, eh bien, l'Afrique va dépasser l'Asie. Vous vous rendez compte? Bon, parce que nous avons une fécondité aujourd'hui d'environ 7, en Afrique subsaharienne, 7 enfants par femme. Lorsque l'Afrique du Nord, qui a amorcé un développement plus important, Oui. Se situe pratiquement à 2,5. Voyez? Donc c'est très révélateur. Donc, ok, nous avons l'avantage de la jeunesse, mais nous ne créons pas les conditions pour que cette jeunesse-là soit éduquée et qu'elle soit une force réelle de développement. Une des conséquences de cette multiplication, c'est la polygamie. Alors, certains peuvent dire, écoutez, il faut carrément interdire la polygamie. Déjà, ça va réduire le nombre d'enfants. Ou bien, il faut mettre en place un planning familial, Oui. Qui permet même dans le cadre d'une polygamie de limiter le nombre d'enfants au nombre d'enfants qu'on peut élever. Voilà. Donc c'est pour ça que je touche à ces problèmes que volontairement je provoque, pour que nous arrêtions de nous abstenir d'engager les vrais débats. Kémoko Touré, vous restez avec nous. C'est la petite pause que nous marquons à 3 petites minutes et on se retrouve pour la suite et la fin de notre entretien. C'est juste après ceci, bougez pas. Ambiance Africa, c'est l'Afrique qui bouge à Paris. C'est l'ambiance de l'Afrique, c'est l'Afrique qui bouge à Paris. Merci de nous rejoindre à 9h30. C'est le premier invité de notre semaine, Kémoko Touré, de passage dans la capitale. Il était invité à une conférence débat dans le 20e à Paris sur sa trilogie, les 3 tomes des œuvres de Kémoko Touré. C'est paru aux éditions Continentales. Ce sont des ouvrages que nous vous recommandons. Alors, vous êtes né à Farmori, en Guinée. Vous avez étudié le traitement de la pollution, le droit, la finance et la comptabilité en France et occupé de prestigieux postes de responsabilité dans de grands groupes industriels en Europe et aux États-Unis. Vous avez terminé votre carrière professionnelle en 2014 dans votre Guinée natale en étant le premier Africain à diriger la compagnie des bauxites de Guinée, la CBG, la première entreprise au monde exportatrice de bauxite métallurgique. Alors, nous parlions de ce tome 2 qu'on a un petit peu survolé. Et puis là, on va arriver au tome 3, Kémoko Touré, en quête d'excellence. C'est le sous-titre de cet ouvrage qui est plus intime. Absolument. Vous y déroulez votre histoire, votre généalogie, je vais y arriver, jusqu'à l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui. Oui. Votre parcours scolaire à l'école primaire de Farmoria, votre départ pour la Sierra Leone, votre arrivée en France, Grenoble, Paris, Toulouse, l'Allemagne, la vie personnelle, les études, la vie professionnelle, les États-Unis pour le travail, jusqu'à votre nomination à la tête de la compagnie des bauxites de Guinée. Vous racontez le courage, la persévérance, la détermination, mais aussi l'amour de soi, qu'on pourrait un peu rapprocher à la fierté ou même à la dignité, puisque vous avez consacré une partie de votre vie, quand je parle de courage, de persévérance, à multiplier les activités, puisqu'en même temps que vous étiez au travail, eh bien le soir, vous continuiez vos études, vous ne dormiez que 2 à 3 heures certaines nuits. Ça a duré des années, cette double vie, Kémoko Touré. Absolument, mais je pense que ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on veut, au niveau de l'individu, au niveau de la société, au niveau d'un pays, et de se fixer un horizon. Et au niveau de l'individu, c'est important. Au niveau d'un pays, c'est la vision. Au niveau d'une société, c'est également une vision. Oui. Et de créer aussi les conditions pour la réalisation de son rêve. Et il faut jamais croire que le rêve est inutile. Lorsqu'on ne rêve plus, c'est qu'on a cessé d'exister.
Et moi, j'ai construit ma vie. Je suis parti d'abord de la Guinée. J'ai eu la chance de ne pas avoir cet esprit d'aventure pour l'aventure. Donc, je n'ai pas souffert, je n'ai jamais souffert d'être né en Guinée. Je n'ai jamais souffert d'avoir passé une partie de ma jeunesse en Guinée. Je suis parti parce que malheureusement des autorités guinéennes avaient entrepris de nous enfermer dans la pensée unique, oui, et de la destruction du système scolaire que j'appelle de la destruction de l'éducation. Et ce qui se poursuit d'ailleurs depuis les indépendances. Et pas seulement en Guinée, mais également en Afrique. Et je déplore... Vous en parlez dans le tome 2, d'ailleurs, il y a une partie qui est consacrée à l'éducation. Absolument. Et il est vraiment dommage que nous n'ayons pas choisi comme priorité des priorités l'éducation des Africains. Mais bon, donc cela, je ne suis pas une exception. Et c'est vrai que après mon départ, eh bien, j'ai toujours considéré qu'il fallait que je me rapproche tout au moins au maximum de ce qui de la possession de moyens intellectuels qui me permettraient toujours avec cette idée de prouver que je suis l'égal des autres. Alors vous avez été plongeur, manutentionnaire et en même temps vous poursuiviez vos études. En fait, vous ne dormiez presque pas en fait pendant cette période de votre vie. C'était pas aussi évident que ça au début, parce que vous avez été accueilli par des membres de votre famille, ou c'était pas aussi facile que ça d'évoluer. Non, c'est pas facile du tout. J'ai travaillé une année entière en Sierra Leone avant de partir pour me payer les moyens pour me payer le voyage. Et c'est vrai que pendant 14-15 ans, j'ai travaillé à plein temps et étudié le soir, en cours du soir, au Conservatoire national des arts et métiers. Et je suis heureux d'avoir vécu dans un pays où on a la possibilité de travailler, gagner sa vie, et aussi d'étudier quand on en a la volonté. Et ça m'a permis de faire le peu que j'ai fait, mais également de pouvoir faire comprendre aussi à mes enfants que si moi j'ai réussi cela, alors que j'avais 1000 fois plus de difficultés à vivre, eux, ils n'auraient aucune excuse à ne pas faire mieux que moi dans ce qu'ils ont à faire. Et à mon avis, c'est ainsi que l'on améliore, on s'améliore de génération en génération, et que au final, on construit un pays qui a des enfants qui ont de l'ambition. Eh bien, j'espère que ce que j'ai écrit là, il ne s'agit pas surtout pour moi de me singulariser, mais il s'agit de dire, eh bien, moi, je suis un Africain totalement africain, qui est né à Farmoria, comme vous l'avez rappelé. C'est un village qui n'avait ni eau ni électricité, mais j'ai eu une éducation, et c'est ça qui est important. Et j'ai vu mes parents travailler, et pour moi, le travail a été tout de suite une valeur référence. Et je pense que nous avons encore la possibilité de rattraper tout ce temps que nous perdons dans nos oppositions stériles, dans des conflits interminables, aussi bien entre États qu'à l'intérieur des États, entre les personnes. Et malheureusement, ces gâchis que nous provoquons par nos oppositions politiques dans de fausses démocraties qu'on se construit. Alors on va terminer avec l'amour de soi, la dignité, la fierté, puisque vous racontez plusieurs épisodes. Vous avez répondu à la bêtise de façon toujours très intelligente. Je parle du racisme, bien sûr, toujours la tête haute, en quittant par exemple votre poste lorsque vous vous sentiez en terrain hostile. Oui, je pense que toutes les personnes qui ont une visibilité différente, qui ont vécu en Occident, ont été à un moment ou à un autre victimes de cette forme de ségrégation, de racisme ordinaire. Bon, je n'ai pas fait exception à la règle, mais je pense que ce qui est important, c'est de savoir qui on est, et de comprendre aussi que tout être humain a besoin de se sentir supérieur à un autre, et que les médiocres de l'Occident ont, compte tenu de l'image
que l'Afrique noire projette. Même les médiocres de l'Occident ont un sentiment de supériorité, parfois qui manifeste par des gestes, par des observations. Et on le retrouve à tous les niveaux, même lorsque vous êtes directeur de société, vous avez des attitudes qui découlent de cette compréhension, de cette certitude que nous nous trouvons dans la case inférieure. Mais c'est nous qui sommes responsables de cela, parce que des peuples aujourd'hui qui sont recherchés, sollicités par l'Occident, sont des peuples il y a 40-50 ans qui étaient méprisés. Je pense aux Chinois qui ne représentaient rien il y a 50 ans, mais qui sont aujourd'hui une clientèle recherchée par l'Occident. Donc il appartient simplement aux Africains de se faire respecter, de travailler, de créer les conditions de leur développement et de leur respect. Et ça, nous, individuellement, nous pouvons travailler, mais il faut que cela se fasse au niveau de nos pays pour que nous soyons crédibles. Je pense que c'est une très belle conclusion à cet entretien. Kemoko Touré, on recommande donc ces ouvrages, les 3 tomes des mémoires provisoires de Kemoko Touré, que vous pouvez trouver aux éditions Continentales sur les plateformes. Donc n'hésitez pas à aller sur Internet. Quel serait le dernier mot aux auditeurs qui nous écoutent, Kemoko Touré? Merci beaucoup, merci Aïssa de votre accueil. C'est vraiment un plaisir de trouver en face de vous, et surtout j'ai surtout le plaisir de voir que vous avez lu les livres, et ça fait plaisir. Je pense qu'on écrit pour les autres, et je suis très heureux que ces livres vous aient intéressé, et j'espère surtout que ils pourront aider à l'émancipation de nos peuples. Merci pour ces contributions. À très bientôt, Merci Kemoko beaucoup. Touré. Merci beaucoup.